Il est 19h, bienvenue dans ce journal, voici le sommaire. Comment bénéficier du régime maladie de la CPS avec des revenus qu'elle estime non idéal pour payer les cotisations liées à cette assurance? Une jeune étudiante de retour du Canada après quelques années d'études, aidée de ses parents, voire rouge, elle réagit ce soir. Encore un conflit de voisinage à Moorea cette fois-ci, une de ces affaires qui peut gâcher des vies. Une entreprise à vocation touristique, une voisine pointe du doigt un propriétaire qui, selon elle, agit en passant outre les recommandations environnementales. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. C'est un simple tissu au départ, devenu mythique grâce à la Brinet. Une journée lui est consacrée. Le paréo exerce-t-il encore quelques attraits auprès des Polynésiennes? Question posée par l'une de nos équipes qui a voulu lever le voile. Le musée de Tahiti et des îles ouvre ses portes dès demain, 29 mai, à l'occasion d'une exposition unique par son impact. Il s'agit pour la direction de remonter le temps jusqu'en 1880, année de la seule reproduction photographique du Tiwrai de cette époque, en passant par les années 60 et les années 80, quand le Tiwrai cédait la place au Reiwa. Pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Myriam Bono, directrice du musée. Le spectacle de danse préparé par la chorégraphe bien connue Andrea, il a démarré vers 18h, une espèce de retour aux années d'avant le confinement. Il y aura de la danse contemporaine, du jazz, du classique et du hip-hop. Nous verrons cela tout à l'heure. Kaline Liénard nous attend avec son invité au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Madame, Monsieur, bonsoir. Le coup de colère d'un parent dont la fille a été affiliée au régime des non-salariés dès son retour du Canada, où elle a poursuivi ses études supérieures. Résultat, la jeune étudiante doit payer une cotisation à la CPS d'à peu près 8 000 francs par mois, ce qui lui donne droit au bénéfice d'une assurance maladie problème. Elle n'a aucun revenu. Reportage Jam'o et Hiro Terurotoa. Hinarava et Hinavai sont deux jeunes Polynésiennes à la recherche d'un emploi. De retour du Canada, diplôme en poche, l'une a été affiliée au régime de solidarité, tandis que l'autre au régime des non-salariés soumis à cotisation. Je ne pouvais pas payer mon RNS parce que j'ai un prêt de 80 000 francs à payer tous les mois. Et en ce moment, je gère un travail, justement, donc c'est un peu dur, je suis avec la famille. Ils m'aident aussi encore, mais justement, ces aides-là ont été comptées comme un revenu. Je trouve vraiment ça bizarre qu'il y a des étudiants ou des gens qui reviennent et qui ont mis directement en RNS, alors que moi qui me suis pas tentée pour justement adhérer à ce régime-là, on me l'a refusé parce que j'avais pas de revenus, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, que j'avais pas de revenus l'année d'avant. Pour la maman de Hinavai, cette différence de traitement lui est tout simplement insupportable. Elle lance un appel aux parents dont les enfants sont dans la même situation que sa fille pour alerter les autorités du pays. Ils ne sont pas là. Si nos étudiants, au retour de leurs études, ne peuvent pas bénéficier du RSPF, je trouve ça injuste. Et il faut que cette injustice soit réparée maintenant. Non seulement on a eu un refus, mais là, on nous envoie des factures datées du mois de retour de ma fille. Et on lui demande de payer 8 000 et quelques francs par mois. Non, c'est pas possible. Pour bénéficier d'une couverture sociale à leur retour au Fénois, les étudiants doivent justifier de 6 mois de résidence ou d'un centre d'intérêt familial, matériel et moral. Mais il existe également une condition de ressources. Au-delà du plafond fixé à 87 346 francs, l'étudiant va émarger au RNS et payer une cotisation mensuelle. La législation a prévu que toute prestation en nature, en espèces provenant d'obligés alimentaires, dont les parents, qui sont des obligés alimentaires, sont intégrés dans le calcul des ressources. La CPS n'y est donc pour rien. Le gouvernement ou l'Assemblée de la Polynésie française peuvent proposer une modification de la loi du pays du 25 février 2015 relative aux conditions d'admission au régime de solidarité. Direction Moorea, dans le district de Tiahura, à Haapiti, où des agissements interpellent une partie de la population. Un des motos très touristiques ferait, selon certains, l'objet de dégradation. Un prestataire touristique est accusé par sa voisine. Derrière ce conflit environnemental, il y a un réel problème foncier. David Chang et Jacques Damour sont allés tenter de démêler le vrai du faux. Regardez. Le lagon de Moorea,
paisible, mais seulement en apparence. Et là, j'ai remarqué que depuis ces quelques dernières années, c'est devenu un peu la foire, quoi. C'est un peu il n'y a plus personne qui vérifie rien. Les gens, ils aménagent des spots pique-nique sur les motos. C'est devenu c'est l'invasion, quoi. À l'origine de ce genre de réaction, des terrains comme celui-ci, une parcelle louée par un prestataire touristique, plantes et coraux ont été retirés pour mieux accueillir les touristes. Un spectacle difficile à supporter pour Meire, sa voisine. Je sais qu'au fait, il a déblayé, ravagé, nettoyé et jeté sur les côtés. Il a même commencé juste en face, là, si vous voyez avec la caméra, qu'au fait, il a déjà commencé à déplacer des gros cailloux pour pouvoir laisser venir les gros, 100 gros catamarans. Reginald Haring est à l'origine de ces travaux. Il a contracté un bail commercial avec l'oncle de Meire. Je n'ai jamais retiré aucun coraux. J'ai fait une demande d'études à Fénois Environnement qui est actuellement finie, qui vont présenter au PGEM. J'ai enlevé 3 cocotiers. Oui, mais j'ai replanté 12 cocotiers nains. Hein? Vous savez très bien, quand on travaille dans le tourisme, on ne peut pas mettre le danger devant les touristes. Si un coco tombe ou une arbre tombe sur quelqu'un, comment on va le faire? Autre problème, selon Meire, ces constructions, des farépotées érigées en l'espace de seulement quelques mois. Il a complètement détérioré la nature de cet espace de 1000 m² qui est derrière moi pour mettre en place cette grosse structure qui normalement ne devait pas être là, puisque au fait, pour pouvoir construire, il faut avoir un permis de construire et une conformité. Car sur ces motos protégées, seules les parcelles de plus de 3000 m² sont constructibles. Ces terrains ont été partagés en 1993. Tout terrain avait été partagé avant la divulgation du PGA et constructible à 450 m² sur la terre, sur l'île. Mais l'administration a oublié les personnes qui ont déjà reçu leurs biens sur le moto et qui ont bien reçu avant 1995. C'est ce qui actuellement les familles sont en train de revendiquer, qu'on leur a donné des terrains qui sont devenus aujourd'hui inconstructibles. Meire a sollicité la police municipale 4 fois depuis le début des travaux. Elle a également déposé une plainte devant le tribunal foncier. Du côté de la DIREN, elle attend plus de précisions sur l'impact environnemental pour se prononcer. Le syndicat des communes était en séminaire cette semaine sur le thème de l'eau potable. Ce séminaire était réservé aux élus communaux des îles Hautes, Taat, Maraat, Boutapuatea, Wahuka, Tubuai, Mahina, Gambier et Tewayuta. Parmi les questions les plus épineuses figurent celles qui coulent de source, le paiement des redevances par les usagers. On écoute un des formateurs au micro de Julien Vescovali. Les questions principales qui reviennent souvent, c'est le financement de cette compétence. L'eau coûte énormément cher en investissement. Il y a le problème de la réglementation qui s'impose, vu qu'on a un délai obligatoire. En 2024, normalement, toutes les communes doivent distribuer de l'eau potable. La dernière question, c'est comment faire payer la population. Puisque quand il s'agit de distribuer de l'eau potable, automatiquement, il y a une redevance que les communes seront obligées de demander aux usagers de payer. Le vice-président Thierry Alpha est actuellement à Huahine pour entrer en contact avec les pêcheurs côtiers et les propriétaires de Potimarara de l'île pour faire évoluer les pratiques et essayer de voir les difficultés qu'ils rencontrent à travers leur coopérative, parmi lesquelles les difficultés, il y a le zonage des pêches entre le lagon par rapport à la pêche en haute mer. L'un des objectifs qu'ils se fixent, c'est la commercialisation des produits des Potimarara sur le marché de Tahiti. Et puis à noter, la piste d'atterrissage de Hao est fermée. En raison évoquée, le camion des pompiers est en panne et pour pouvoir remplacer la pièce défaillante, il faut faire venir la nouvelle par avion. S'il vous plaît, la direction de l'aviation civile met tout en œuvre pour trouver une solution le plus rapidement possible à cette situation. La fête des mers au marché de propriété, avant le jour J, il a été procédé à l'élection de la Vahine non Tematete. Le jury qui s'était réuni mercredi dernier, présidé par
Manouche Lehartel a donné l'écharpe à Emeline Toumahaï. Regina Toula et Maniemia Etao sont ses dauphines. L'un des critères de notation avait particulièrement retenu l'attention des membres du jury, les candidates qui tiennent toutes un stand à rivaliser d'inspiration pour présenter leur étal sous son meilleur aspect. La journée du Pareo ou du Pareu, c'est la même chose, sauf que cela n'a pas la même utilité selon que l'on est dans l'Hexagone ou en Polynésie. La journée du Pareu, donc, c'était aujourd'hui. Certains ont sorti leurs plus belles étoffes, mais le pagne mythique des Polynésiennes fait-il toujours partie de leur quotidien? Réponse avec ce reportage de Herewei Huata et Marcui Dorianiba. 1001 couleurs et autant de façons de l'attacher, le paréou est de mise au fénois. Ce mot d'origine polynésienne est désormais d'usage en métropole où il s'exporte très bien. Je fais des petits cadeaux parce que j'ai des personnes qui partent pour de la famille qui est en France. Et donc comme ça va être l'été en France, je voulais venir choisir des paréos, mais je voulais que des paréos Tahiti en fait. Il y en a des gens, des clients qui viennent acheter pour aller à la mer, aux plages. Et il y en a des gens qui font avec des robes. Le paréou, autrefois teinté, est aujourd'hui imprimé, peut être transformé de multiples façons. Une seule journée sous les feux des projecteurs ne semble pas suffisante. Je pense qu'il va falloir, si possible, mettre tous les vendredis, s'habiller en local. Pas forcément en paréo, mais en robe locale, pour pouvoir faire marcher les couturiers, nos artistes locaux. Simplement attaché en décoration ou en robe, le paréou continue son évolution sous l'influence d'autres horizons. Le musée des îles démarre dès demain une exposition d'envergure qui évoquera les festivités traditionnelles dans le pays, la danse, les chants, les sports et l'artisanat. Parmi les costumes les plus en vue, on vient d'évoquer le paréo, mais il y a également le tapa. Il a été un moment oublié, mais il revient au goût du jour. Rencontre avec Hinatea Colombani, passionnée de culture polynésienne, pour en savoir plus sur cette écorce. Kaline Yanar et Patita Saber. Un rythme entraînant, presque hypnotisant, c'est le son du battage du tapa. Et il y a plusieurs manières de le faire. Les Polynésiens s'adaptent à leur environnement en utilisant comme outil les matériaux qui les entourent. Par exemple, aux îles Marquises, le toutoua, l'enclume, déjà va s'appeler autrement, qui va être en pierre. À Pitcairn, les Polynésiennes, les Tahitiennes qui sont parties avec les mutinés justement vivre sur l'île de Pitcairn vont adapter leur outillage. Et donc le battoir, qui est ici, qui est en bois, qui est en haïto, donc l'arbre de fer, va être, à un moment donné, ils vont utiliser au fait des os de cachalot. À l'époque, pas de pinceau. On utilise le fruit du fara pour peindre les motifs. À différentes couleurs, hein. Là c'est le orange, tu le ramènes. Puis après tu trempes et tu ramènes encore. Le battoir possède plusieurs faces, chacune a son rôle. Assouplir, élargir ou lisser. Le rythme du battage change en fonction de ce qu'on veut en faire. Tu as trois choses. Il est élargi, il est assoupli, on incruste des motifs et on teinte, on peint des motifs dessus. Tu vois, donc tu as vraiment un regard, un esthétisme. Oublié avec l'arrivée des tissus modernes comme le paréo, le tapa récupère sa place légitime au heiva, où son raffinement a retrouvé ses lettres de noblesse. Là, on est en 84 avec Tumata. Et là. Et Tumata, c'est la Coco Chanel du costume. Mais les plumes de phaéton, en fait, étaient positionnées sur les coiffes des chefs, sur les coiffes du deuilleur. Donc, c'était vraiment quelque chose de grandiose. Tout le support est en tapa. Donc là, pour dire le positionnement également du costume, quoi, que le tapa va être le support de quelque chose de plus grand encore. Du marron au blanc, en passant par le jaune clair et la couleur crème, les nuances de tapa sont variées, tout comme leur signification. Le blanc représente la lumière et la connaissance, c'est pour cela qu'il était réservé à la caste des chefs. Bonsoir Myriama. Évidemment, je rappelle que vous êtes directrice du musée de Tahiti et des îles. 140 années de festivités, c'est ce que vous proposez à l'occasion donc de l'exposition qui démarre demain.
Tout à fait. Jusqu'au mois de juillet. On vient de voir un petit bout de cette tradition du tapa, et puis on a entendu, on a tous en mémoire cette petite phrase, Coco Chanel du tapa. C'est un peu, voilà, quoi, on cherche un peu la perfection dans ce domaine-là. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que c'est l'objectif de cette exposition, hein, c'est de rendre hommage à ces savoir-faire, donc notamment à travers le tapa dans la confection des costumes, mais également l'artisanat, puisque ça fait aussi partie des composantes essentielles du heiva. Donc c'est l'occasion pour le musée de Tahiti et des îles de présenter, au travers de cette rétrospective, la richesse et la créativité des différentes époques, hein, et donc de retracer 140 ans de festivités, donc au travers du costume, mais également au travers de photos. Et également, je le citais, d'une collection de chapeaux que nous avons sorti pour l'occasion. Donc une exposition qui est très variée et qui vise à montrer cette notion d'excellence. En matière de costume, le costume le plus ancien que vous détenez? Alors, le costume le plus ancien que l'on détient date des années 30, mais il n'est pas exposé car il est très fragile et qu'il devrait être exposé à plat. Donc, le costume le plus ancien qui est exposé dans l'exposition, là, actuellement, date de 1945. Et la représentation photographique, quelque chose de très, très ancien également. Tout à fait. Alors, c'est aussi l'occasion pour nous de présenter notre collection de photos, qui est peu connue du grand public. Donc, les photos les plus anciennes datent de 1880-1881. On trace une large période jusqu'en 1920 à peu près. Et ça permet, donc, comme je le disais, à la fois de mettre en avant, par exemple, les poupous hyménées, puisqu'on a beaucoup de photos qui mettent en avant ces rassemblements de chants, puisque dès 1881, le poupou hyménée était en fait la première grande activité culturelle qui était proposée pendant les festivités. Alors, il y a une époque où le tiura était vraiment au plus fort, l'époque des années 60, on le sait. Aujourd'hui, il reste encore quelques traces de cette époque-là. Mais je pense qu'elle reste dans nos cœurs à tous, et c'est pour ça que c'était important quand même de le rappeler. Puis justement aussi d'en profiter pour un peu refaire l'histoire de ces festivités, puisqu'on est passé du 14 juillet au Tiurei, donc à un mois plein, puis du Tiurei au Heiva Tahiti que l'on connaît maintenant. Voilà, le Heiva c'est 85. Et l'exposition, elle vise aussi à rappeler tout ça, et puis aussi quelques grands moments forts. En fait, par exemple, c'est en 1935 que le lancer de javelot est intégré dans les festivités. Puis ensuite, plus récemment, tout ce qui va concerner les courses, les porteurs de fruits. Le VA, bien sûr, était présent bien avant ça. Donc ça permet aussi de faire le bilan sur ce qui nous semble permanent et qui, en fait, a beaucoup évolué au fil du temps. Mais d'abord, merci de votre visite. Merci. Ouverture donc à partir de demain. À partir de demain et jusqu'au 31 octobre. Merci, Myriam. Merci bien. Autre exposition depuis le début de la semaine, celle des artisans de Takapoto qui a ouvert ses portes à la population dans les préaux de la mairie. Une vingtaine d'exposants viennent vendre et parfois même donner leurs chefs-d'œuvre. La plupart travaillent sur des bijoux perliers ou encore sur de la nacre et des coquillages. Demain, les exposants seront encore présents pour la dernière journée. Les portes sont ouvertes de 8h à 15h. On écoute tout de suite Fiona Tihau. Oui, les exposants sont habitués. C'est pas notre première expo. L'année dernière, on en a fait 3 et cette année, c'est notre deuxième expo cette année. Alors l'objectif, c'est promouvoir d'abord les produits de l'île, montrer un peu les talents de chaque moment, de chaque artisan. Et ça fait vivre un peu, avec le Covid, ça fait vivre énormément de talents. Le tour de Rangiroa à pied, c'est ce que viennent de réaliser 2 pilotes d'Air Tahiti en 7 jours, 135 km parcourus au total. Ils l'ont fait à pied, mais également en bateau pour les petits trajets. Ils ont dû affronter le maramu, des nonos, manger des kawaii, mais c'est pas le plus grave. Pour la première fois, ils ont repoussé des requins, mais ont surtout été accueillis par des locaux dans leur foyer. Réaction tout de suite de Loïc Delahaye. On a voulu faire un mixte entre ce challenge sportif, puis aussi la rencontre des Paumotu qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire correctement. Et enfin le gros défi de faire ces 200 km de Rangiroa qui reste un atoll, un des plus grands au monde. Donc c'était, tout y était pour nous. Un mot de sport de combat en MMA. Sachez que Reihre Doudes
qui est actuellement aux États-Unis, affronte demain le champion américain Devon Brock. Cela se passera dans l'Arkansas. Nous lui souhaitons évidemment la victoire, donc demain. Après un an d'absence, car Dame Covid est entrée dans la danse, entre-temps avec ses règles sanitaires, le spectacle d'Andrea Dance School se produit ce soir sur la scène du Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Depuis 18h, les élèves en danse contemporaine, classique, jazz et hip-hop nous livrent une présentation originale et pleine de vie. Nous rejoignons tout de suite sur place Kaline Liénard avec son invité. Bonsoir Kaline. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Je suis avec Andrea, la directrice de l'école de danse. Alors Andrea, le spectacle de ce soir, c'est le Dance Circus Show. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Parce que je pense qu'on n'a jamais été sur le cirque, donc c'était l'opportunité de faire un mixage entre la danse et le cirque. Et quel genre de surprise vous nous réservez sur scène ? Est-ce qu'il va y avoir des acrobaties, des danses particulières ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors je vais t'en citer deux. Oui, il y a quelques acrobaties. Et entre autres, il y a un ballet sur talons, exécuté avec le prof d'ailleurs sur les talons. Merci beaucoup Andrea. Tes élèves se relaient derrière moi pour nous offrir 3 heures de show. Et la soirée devrait se terminer vers 21h Thomas. Merci Kaline et merci à Andrea aussi. Votre programme devant le petit écran, 2 émissions de divertissement. La première, VP, suivie de Solidaction. L'information principale que nous retenons ce soir, c'est la difficulté pour cette jeune étudiante. Retour de ses études passées entièrement au Canada, elle se bat contre l'administration de la Caisse de prévoyance sociale pour être inscrite au régime de solidarité et non au RNS, ce qui lui éviterait de payer une cotisation qui mange une bonne partie de ses revenus mensuels. Affaire à suivre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve demain soir. On se quitte sur ces magnifiques costumes exposés au Musée des Îles. Bonne soirée à tous et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet